Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à une autre édition de 11 Montréal. Frédéric Laure avec vous, alors qu'on enregistre le 5 octobre, dernière journée. En fait, l'été vole l'automne en ce moment, ou du moins mange l'automne, c'est selon. Il a fait très, très chaud au Québec et un peu partout sur la planète. Alors, on en parle. En fait, on en a profité aujourd'hui. On en profite aujourd'hui parce qu'on a une équipe complète. Monsieur Patrice Bernier, fresh off the plane, il vient de sortir de l'avion. Est-ce que t'as passé les débarbouillettes, les wipes aussi dans le visage, Patrice? Non, pas eu le temps, man. Je suis rentré direct, puis j'ai juste le temps de m'allonger, puis regarder une partie, la reste du match de CF Montréal-Houston, puis là, d'être parmi vous. Patrice qui revient de Charlotte, le capitaine éternel avec nous. Vincent Détouche est avec nous. Monsieur Détouche, bonjour. En forme? Oui, ça va bien, merci, et vous-même. Pas trop sur l'adrénaline de la fin de match à Montréal? Non, ça va, c'était pas de la grosse adrénaline non plus pendant 90 minutes. Il y a eu un petit pic, mais ça va, c'est correct, je peux gérer ça, là. Et notre quatrième larron, c'est Monsieur Daddy Love lui-même, Monsieur Kevin Laramie qui est avec nous. Daddy Love. So much De love. retour. Ouais, exactement. So much love. De retour de Orlando la semaine dernière. J'étais encore en train de m'essayer de me remettre d'un week-end douteux. Attention, pays de schnout, Orlando, d'ailleurs. On va commencer fort, c'est mon éditorial, pays de schnout, parce que savez-vous, Patrice et Vincent, que à la sécurité, à l'aéroport d'Orlando, notre Daddy Love s'est fait intimider. Il y a eu Intimidé? un bully, l'a intimidé. Ouais. Ils t'ont intimidé Ouais. ou ils t'ont juste fouillé plus de Non, même pas un client qui a passé à côté. Là, il se dépêchait, il voulait prendre ses choses, il m'a poussé, il a poussé mes affaires. Là, il m'a regardé, il m'a dit t'es vraiment laid. Je me retourne, je fais Puis le quoi? gars il était vraiment désagréable, hein, parce qu'il est allé chercher presque dans le truc de sécurité, là, ses affaires. C'est vraiment un gros désagréable. Mais ça résume très bien un peu le week-end à Orlando. Tout commence exactement. J'arrive à l'hôtel après un voyage qui commence toujours un petit peu en retard. On arrive en retard, c'est long. On arrive à l'hôtel, on a faim, on s'assoit. Je regarde le menu. Il y avait une chose qui me tentait. Je dis, ah ouais, un bon pain plat. Je commande le pain plat. Vincent, Fred commande. Tout va bien. Tout était merveilleux, la meilleure des mondes. Je vois leur plat qui s'en viennent, puis je vois la serveuse qui vient me dire, ah ouais, j'ai oublié de te dire. J'ai plus de pain plat. En 10 minutes, ça a pris 10 minutes de catcher, puis alors on avait nos assiettes. Mais je te le dis, Pat, attention, si tu l'invites à souper que Daddy Love t'es mis le servir de raide parce qu'il te l'a brassé. Le gérant te l'a brassé. Il l'appelait monsieur. Oui. J'ai déjeuné le lendemain avec. Vincent n'était pas là, on a déjeuné ensemble, puis le jus d'orange arrivait rapidement, moi, je te dire. OK, on va commencer là-dessus. Écoute, ah oui, avant toute chose, la semaine dernière, c'était Cégep Academy. Je suis la Julie Snyder des pauvres. Moins riche et moins foubraque aussi, mais quand même, j'ai fait Cégep Academy et Félix-Antoine Beauchemin a gagné, c'est-à-dire qu'il y a deux jeunes issus des cégeps qui sont venus parler avec nous. C'est celui qui a récolté le plus de votes, c'est Félix-Antoine Beauchemin, mais comme j'ai grand cœur, je vais inviter samedi prochain dans le match face à Portland, Montréal-Portland, les deux à venir, Félix-Antoine Beauchemin et William Gagnon vont venir sur la galerie de presse avec nous, vont faire le tour des installations. Un grand merci au directeur des communications. On le fait pas souvent, mais on va le prendre dans nos bras. Aujourd'hui, Patrick Vallée qui a dit oui à 2 places pour nos Cégep Academy sur la galerie de presse. Alors, ils vont pouvoir vivre l'expérience samedi prochain. Vas-tu être là, Pat? Toi? Oui, samedi? Oui, on fait le match au stade, donc on sera tous ensemble. Mais oui, ils vont avoir l'expérience totale. Cette finale. Fred, je félicite ton bon cœur, mais je tiens juste à dire que c'est pas une super candidature pour si tu veux être animateur d'un jeu télé, par exemple. Raison. Allez, tout le monde gagne le million. Toi, tout le monde gagne. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En même temps, mon inspiration, c'est Oprah Winfrey. Tout le monde. Je suis très content pour les deux. Puis pour les jeunes, tu pourrais dire c'est comme Monsieur Beast sur YouTube. Tu donnes à tout le monde, pour contextualiser un peu. Montréal a arraché un point hier, le 4 octobre, au moment où on enregistre. Et je vais commencer, parce que ça m'a vraiment intéressé. Le commentaire était à point, d'ailleurs, de Vincent. Je trouve qu'on a fait un bon match, d'ailleurs, sur la passerelle. Vincent, est-ce que dans ce match-là, parce qu'on a été un peu surpris des changements, à un moment donné aussi, on est passé à 4 derrière. Là, je vais faire mon animateur de podcast avec ma grosse foi. Est-ce qu'il y a eu panique tactique de la part de Hernan Losada? Est-ce que c'était échevelé, voire un peu n'importe quoi, ou au contraire, tu as aimé justement le culot de Losada?
Tu parles de ce match-là, là. Tu parles pas des derniers. Oui, non, du match exclusivement celui contre Houston et la fin de rencontre aussi. Non, écoute, non, bah non, je sais pas, il faut aller chercher un but. Moi, je pense même que les changements ont été un peu tardifs à mon goût. Parce qu'à un moment donné, tu voyais peut-être entre la 60e et la 70e qu'il se passait pas grand-chose. On voyait pas Montréal qui était capable d'enflammer ce match. Et idéalement, c'était pas un but, c'était 2 qu'il fallait marquer. Donc, il fallait provoquer. C'est ce que je disais dans le match, c'est que idéalement, tu vas voir tes joueurs capables de bousculer les choses, d'amener un momentum, mais de provoquer, de provoquer cette étincelle qui va embraser la fin de match. Cette étincelle, elle venait pas du terrain. Alors c'est à lui et aux joueurs du banc de l'amener au final. Fait que j'ai aimé qu'il fasse ça. Il a dit depuis le début de l'année, je le maintiens, ça qu'il voulait éventuellement pouvoir passer à 4. Alors il l'a fait en bricolant, c'est-à-dire que c'est Lassiter qui est passé arrière gauche et Lassi Lapalainen qui est quand même très très souvent bon lorsqu'il rentre dans un registre offensif en deuxième mi-temps. Moi j'ai trouvé ça pas mal, mais je peux pas m'empêcher de me dire, je me faisais la réflexion hier soir en revenant. Vous vous rappelez Rémi Garde, quand à un moment donné, il se disait, je me retourne sur mon banc, puis je sais pas qui je peux faire rentrer. Je sais pas qui va faire la différence. J'ai l'impression que Losada, il est un peu dans ce mode-là, puis c'est en partie sa faute aussi. C'est-à-dire qu'il s'est mis dans un coin où il se retourne, il voit Messentoy. Est-ce qu'il se dit vraiment Messentoy va faire la différence? Alors qu'il l'a pas fait jouer pendant 2 mois. Ensuite, il le met titulaire. Ensuite, il n'est pas du voyage à Atlanta. Ensuite, il fait une mi-temps à Orlando. Là, il joue pas hier. Bref, il y a une gestion d'effectifs qui est quand même particulière cette année de la part de Losada. Donc, d'une part, le recrutement n'a pas forcément été 100% à point, faut le dire, mais sa gestion non plus. Donc, on arrive à une situation où en fin de saison, à cause des blessures et des ci et des ça, là où il doit trouver des solutions, quand il se retourne, est-ce qu'il les voit? Pas forcément. Donc, il bricole. Et en l'occurrence, j'ai aimé ça. Un peu tardif, mais c'était correct de me... Parce que le Sada n'arrête pas de dire qu'il y a un manque de talent. Je pense que c'est clair, particulièrement à la finition. Il y a un manque, il n'y a pas de buteur dans cette équipe-là, il n'y a pas de personne qui a le couteau entre les dents. Mais en même temps, aide-nous à voir peut-être la vérité ou le juste milieu. À quel point c'est le manque de talent? Au début d'année, le CF Montréal marquait quand même. Là, quand ils se font marquer un but, je pense que la statistique aussi du fait qu'ils n'ont pas gagné de match après avoir offert le premier but rentre dans la tête des joueurs. À quel point c'est un problème de talent versus un problème de système, un problème d'attitude, un problème de... je sais pas. Ben, moi, je dirais, je rentre dans ce que Vincent a dit. Je pense que c'est un manque de confiance. Je dirais pas que là-dedans, tu as un apport pour Kyoto, vraiment des vrais marqueurs de but. OK, c'est clair. Messentoy peut l'être, mais il faut vraiment qu'il soit dans une bulle comme il a été en 2021, où il avait comme 7 buts en 10 matchs. Mais ça, on l'a retrouvé, il l'a dit, il a mis le doigt dessus, Vincent. La gestion des attaquants. Là, je ne vais pas parler de tous les autres qui peuvent marquer, parce que tu as quand même les pistons qui peuvent avancer, tu as quand même Mathieu Choignard ou ceux qui jouent milieu de terrain, mais la gestion des attaquants. Romain Kyoto, la minute qu'il est tombé au combat, Aufort est devenu l'attaquant numéro 1 à l'époque. Ça, on parle d'avril à mai à comme début juin. 7-8 matchs départ. Quelques semaines plus tard, c'est Messentoy, Ibrahim qui joue plus régulièrement. Aufort devient remplaçant, mais il joue un peu plus. On revient de la pause de Leagues Cup, c'est Vilsain qui est l'attaquant. Donc, quand tu es un joueur, là, je veux dire, les messages que les joueurs reçoivent là-dessus, c'est « He doesn't trust me ». Il ne me fait pas confiance. Puis Aufort, qui lui a toujours, du moins, commencé ou rentré, un moment donné, il ne rentrait plus dans les matchs. Fait que là, le message que tu as, c'est quoi? C'est genre, le monde va dire, ben, c'est des pros, il faut qu'ils soient à l'alerte et concentrés. Mais quand là, on ne t'a pas fait confiance pendant des semaines, puis il vient juste de dire, Messentoy a été 4 ou 5, 6 fois dans les estrades, pas sur le 18, dans les estrades. Puis après ça, le lendemain, le prochain match, t'es partant. C'est comme si je te disais, demain, Sean Ria, il commence contre Portland. Si vous attendez que Sean Ria connaisse le match de sa vie, ben, vous avez tort. Parce que là, lui, il se dit, je suis où, moi, dans cette hiérarchie-là? Puis c'est que ce que je veux dire, c'est que la confiance des attaquants, autant que ce ne sont pas des finisseurs naturels nés, et n'oublions pas, Romain Kyoto n'était pas un finisseur né, il est devenu un attaquant de pointe, qui est un ailier qui créait des chances, et lui, avec confiance, il est devenu un attaqueur de 10 à 15 buts. Et moi, je pense que là-dedans, c'est le facteur qu'on a trop joué avec les attaquants et on le sait, c'est une position très sensible. Va voir les autres équipes dans la Ligue, le nombre d'attaquants qu'ils utilisent, 2 ou 3 max. Ouais. Il y a souvent, il a fait ça avec les milieux de terrain offensifs aussi, tout son secteur offensif, oui, ben parce qu'on Miljevic, Hamdi, Duke, on pourrait parler de ça, même Choignard. Je pourrais dire Duke, qui était, wow, le niveau fraîcheur, il arrive de Miami, franchement, ça manquait. Là, lui, il sort à chaque 45 minutes.
tu sais Ça fait que... 10 matchs, 10 départs qui n'a pas fini le match, Bresdu. Ouais, puis je vais revenir sur mon expérience. Quand on me sortait tout le temps à 65e minute, ben tu le sais, tu dis, j'ai combien de temps encore? Puis tu regardes le cadran, tu vois le changement, tu dis, bon, ça risque d'être moi. Tu es déjà en train de penser que tu vas sortir au lieu de penser, qu'est-ce que je peux faire de plus pour rester sur le terrain? Donc, moi, je pense mentalement, psychologiquement et en confiance, les attaquants, les joueurs offensifs, Hamdi et compagnie, Duke et compagnie, ou même Miljevic, ben, qu'est-ce qu'ils ont eu comme message cette année? C'est comme, prends la chance que tu as, mais tu n'en auras peut-être pas une autre. Ou elle ne revient pas. Fait que tu as quelle continuité aussi de ce que tu as fait dans la semaine d'entraînement? Parce que souvent, tu te dis que j'ai été bon, mais je suis 19e, je suis dans les estrades. Comment ça se fait? Et ça joue dans ta tête. Fait que quand tu arrives dans les matchs, ben, le but, il a l'air tellement plus petit. La pression, elle a l'air tellement plus grande. Donc, Vincent, je te vois hacher de la tête, là. Veux-tu ajouter? Ben, non, je hoche de la tête parce que je souscris complètement à ce que Patrice dit. Le seul bride d'information que je veux apporter à ça, c'est parce que souvent, là-dedans, on prend l'angle du revenant. C'est-à-dire, on se met dans les souliers de Toy, comme Pat l'a fait là. Évidemment, Toy, il est perdu. Mais il faut aussi prendre le point de vue de l'équipe qui est autour de lui. Parce que l'équipe qui est sur le terrain, qui voit Toy revenir, ça a un effet sur l'équipe aussi. Parce qu'il n'y a pas de réflexe, il n'y a pas une confiance naturelle envers le Toy ou n'importe qui d'autre, quel que soit le revenant, parce qu'il y en a eu plein des revenants. Il y a eu Hamdi, il y a eu Duke, il y a eu machin, il y en a eu plein. C'est-à-dire que là, le gars qui soudainement se fait renvoyer dans la mêlée, il doit se prouver à lui-même, il doit prouver aux autres, l'équipe n'a pas les repères, ça a une énorme incidence sur tout le monde. Fait que ce tâtonnement de fin de saison, il est intimement lié au résultat. Et si je veux juste rajouter une dernière chose, la période qui était très positive pour le CF Montréal, avril, mai, juin, qu'est-ce qui leur permettait de marquer? C'était des centres, droite, gauche. Puis là-dedans, là, je rajoute l'AC2. Parce que lui, il a été vraiment bon quand il est arrivé à un poste qui n'était pas le sien. Puis d'un coup, après sa blessure, ben, tu n'es plus partant. Ben, quel message? Fait que j'ai travaillé bien, je reviens de ma blessure, puis tu ne me redonnes pas mon poste, si on veut dire que j'ai gagné en n'étant pas un piston gauche. Et le CF Montréal, sa qualité, c'est de mettre le ballon sur les côtés et mettre des centres et d'avoir du Mais les meilleurs moments avec la setter, c'est quand il prend la largeur aussi. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il a arrêté de prendre la largeur. Ouais. Il a dit, le Sada, cette année, j'ai pas de gaucher à gauche. Le gaucher est arrivé par défaut. Puis la minute qu'il est prêt, ben, tu ne le réutilises pas. Puis pourtant, il n'a peut-être pas autant d'assists, mais c'est le joueur qui a fait le troisième joueur qui a fait le plus de centres, ou du moins de centres réussis au CF Montréal. Et ça a paru, dès qu'il a eu le ballon, là, quelquefois à gauche, sans tendu. Vous l'avez vu hier. Vous avez vu hier ce que ça a donné? On dirait que même les attaquants, ils étaient plus habitués. C'est-à-dire que ce que je disais au début de match, moi j'aimais bien le 11 partant parce qu'il était cohérent. Il remettait les bons joueurs dans les bonnes chaises. Un gaucher à gauche qui va jouer plus simple, qui va être capable d'enchaîner plus rapidement parce qu'il est sur son bon pied, Chouanière dans l'axe. Fred, tu te rappelles, à un moment donné, il y a Lasseter, il fait un super centre dans la surface. Kyoto, il est comme, il est passif. Et même Opoku. Opoku sont surpris. Ouais, Opoku, il est en retard parce qu'il aurait pu marquer au deuxième poteau, mais les deux sont surpris. Il y a plus ses repères. Puis c'est sur cette demi-seconde qui peut être liée à un automatisme, à un enchaînement des matchs, que tu perds peut-être un but. Tout le scénario change. Et voilà, j'en reviens à ce tâtonnement. Ouais, la confiance de l'ensemble de l'équipe est à terre. Juste Mason Toy aussi, il l'incarne au maximum. Daddy Love, c'est pas un cadeau empoisonné dont a hérité Hernan Losada au début de l'année. Peut-être que je vais trop macro, parce qu'on a décidé de commencer l'année et on s'en est pas rendu compte. Hein. Moi-même, je l'ai pas mentionné, mais Kyoto, tu commences l'année avec Kyoto puis Toy notamment, deux qui sont habitués de l'infirmerie, qui ont une passe de saison là-bas aussi. Est-ce qu'on peut, en ce sens-là, mitiger les critiques qu'on pourrait avoir envers Losada? Oui, mais je pense qu'aussi le Losada a une certaine responsabilité des critiques. Si on regarde sa gestion, et pas non seulement de l'alignement de 11 partants tous les matchs, mais l'ensemble du travail. On parle souvent on est content de voir un entraîneur qui s'ajuste rapidement, que des fois, même ça marche bien, ça marche pas. On a parlé quelques fois durant le podcast que le Sada, durant un match, il s'ajuste. Des fois, à la mi-temps, ça marche pas, il se réajuste aussi. Mais des fois, il faut aussi devenir borné avec l'idéologie qu'on a. Et ce club-là, il n'y a pas encore une idéologie bornée, identité claire, nette et précise en regardant la cohérence des 11 d'une semaine à l'autre. Il n'y a jamais de résultat qui est cohérent non plus avec des bons matchs de certains joueurs. Il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de récompense d'un joueur qui peut bien jouer. Ça prend tout ce que Mathieu Chouanière a donné tout ce qu'il a, même x2, pour avoir sa chance comme 10, c'est le 10, même s'il est plus comme un 8, un petit peu plus avancé. Mais
quand même, on s'attend à ce que dès qu'un autre, peut-être Baizouk, si jamais peut retrouver la touche, va reprendre sa position. On est rendu, C'est bon, ça, première semaine Borné, ça. d'octobre. Ouais, Mais j'aime ça. oui, à un moment donné, parce que Borné, dans les bons côtés, si tu es sûr que tu es d'accord avec ta philosophie de jeu, puis peu importe ce que le monde dit à côté de toi, si tu es sûr et certain, tu peux convaincre tes joueurs au moins. Mais il faut je pense t'en avoir qu'à un au un moment donné- départ. Faut t'en avoir un au départ aussi, parce qu'il disait souvent Ouais. qu'il était mitigé en disant si j'ai pas l'équipe pour jouer comme je veux jouer, Pat. Le message passe-tu à ce moment-là? Si tu dis on va faire non? Je comprends que tu peux dire, bon, OK, l'effectif. Mais à un moment donné aussi, le rôle de l'entraîneur, c'est s'adapter. Si tu veux jouer un certain style, puis tu réalises, j'ai pas les outils présentement. Je vais demander à mon directeur général, hey, j'ai besoin d'un joueur de ce type-là. Lui, il va faire son travail à travers 1 ou 2 ou 3 fenêtres de transfert si tu es toujours là. Mais à la fin, il faut quand même que tu t'ajustes. Puis, tu sais, je vais donner crédit, pardon. On revient sur la C2. Il a décidé de le mettre à gauche. Au lieu de mettre un défenseur ou Lassie ou tout le monde qui est même Mathieu qui jouait là. OK, tu t'es adapté, tu as mis quelqu'un d'autre. Ça a fonctionné. Là, tu dois le maintenir. Il l'a maintenu, puis là, on arrive à la fin de la saison. Ce qu'on sait, on l'a répété maintes et maintes fois ici. Tu arrives dans la ligne droite, c'est plus le temps de faire des tentatives, des expériences. Puis il faut que tu solidifies, tu donnes la confiance à certains groupes. Regarde, Victor Wanyama, il a décidé de ne pas le faire jouer. Il l'a maintenu. Que tu veux ou pas, il l'a maintenu. Il reste Saliba, Piet, Chouanière et compagnie. Tu vas avec. On peut dire que Victor Wanyama est un excellent joueur. Il décide d'y aller, il a continué. Mais tout le reste, là, c'est comme été, on n'a pas bien fait ça, demain, au fort commence. J'ai besoin de ça, demain, c'est toi. Et là, c'est là qu'il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de stabilité dans les choix. Mais c'est là que certains ne comprennent pas. Que tu as décidé de faire parce que voilà, tu passes à autre chose. Et c'est là que certains ne comprennent pas, puis ils disent voyons donc, s'il mettait ou s'il mettait lui, puis c'est là qu'il y a du second guessing. OK. Juste, attends, parce qu'il y a deux choses. Je veux parler, Kyoto, est-ce qu'il joue dès le départ contre Portland, oui ou non? Oui. Juste, oui? Oui, aussi, ouais. Même avec 90 minutes, tu n'as pas le choix. Il va briser, par contre. Non, mais j'ai fait le calcul. Parce qu'il faut comprendre qu'il a joué juste 45 minutes là, à Orlando. Il n'a pas joué 60, 70 minutes. Puis on a dit, je ne sais pas pourquoi les raisons exactement. Et voilà. Là, j'ai calculé. Il a fait 4 km de course. Là. OK? Là, le dernier match, il en a fait 9,2 à 90. Ça fait qu'il a doublé son. Ça veut dire, mercredi, là, il a joué. Puis rappelons-nous du match contre Orlando. Est-ce qu'ils ont vraiment eu le ballon? Est-ce qu'il a vraiment fait beaucoup de courses? Parce qu'il n'a pas touché le ballon tant que ça. Puis après ça, il est sorti. Donc, moi, je pense que le match de 45 minutes, tant mieux. Ça l'a un peu sorti les gants. Puis là, le match d'hier, je trouve que là, il a pris du rythme et de la confiance et tu as besoin de lui. Ça a paru, là, je pense que c'est vous qui l'avez dit, après 3 minutes, il avait 3 tirs au but. 3 occasions. Aucun joueur de l'équipe a déjà eu ça depuis ce temps. Et lui, il l'a eu parce qu'il se place bien, il tente des choses, il est un peu plus égoïste, puis il est capable de se créer des occasions. Donc, tu as besoin de ce gars-là sur le terrain. Samedi, là, il faut juste que tu gères, parce que je pense pas qu'il était prévu de jouer 90 minutes. Si samedi, c'était une finale, une vraie finale, personne ne se poserait la question. Tout le monde dirait que Kyoto joue. Mais c'en est une, hein? C'est une finale. Mais c'est ça que je te dis, Ah oui? c'est une finale. Fait que la question ne devrait pas se poser. C'est pas parce qu'il n'y a pas l'intitulé devant Montréal-Portland finale que ça change l'esprit de la chose. C'est pas une finale à proprement dit, mais pour Montréal, ça l'est. Surtout qu'après, tu as 2 semaines de pause, c'est semaine internationale, il aura le temps de se régénérer, il n'y a pas de problème. Et de toute façon, on va se le dire, il n'y a pas grand monde. J'espère que dans l'environnement de l'équipe, oui, mais il n'y a pas grand monde qui compte sur le dernier match pour aller gagner 3 points sur la route et se qualifier. Fait que c'est samedi que ça se joue au maximum. Alors oui, tu essaieras de prendre des points à Columbus là, le dernier match, hein, personne partant. Mais si tu prends pas les 3 points samedi, bref, si Kyoto dans le 11 partant, ça me paraît une évidence. Daddy Love, tu es dans le cercle d'attente, là. Je vais te demander si le Sada est en danger, mais là, j'ai fait les calculs, plus ou moins. Là, je pense que c'est 41 points pour faire les séries. Donc, une victoire. C'est sa fesse, 40, et ça pourrait être à égalité avec d'autres équipes, mais pour l'instant, le bris d'égalité est en faveur de Montréal, parce que ce sont les victoires en premier. Je pense que Chicago passe en ce moment. Ils ont 40 points. Exact. En ce moment, c'est New York qui serait relégué. Si les séries commençaient présentement, Montréal serait 9e, donc on aurait un clash Chicago-Montréal pour cette wildcard. OK, je vais le faire vite pour que les gens l'entendent. Les Red Bulls ont Toronto et Nashville. Ils vont à Nashville. DC United reste un match. Je pense qu'on peut peut-être les oublier, DC United. On peut peut-être.
NYC a 2 matchs, s'en va à DC United, puis il reçoit Chicago. Ça, c'est vraiment intéressant. Oui. Miami a 3 matchs, Cincinnati et 2 fois Charlotte, mercredi, et une fois Charlotte, une fois Miami, et c'est mercredi, samedi. Ils vont enchaîner. Chicago a Charlotte et va à New York sur le terrain du Yankee Stadium, techniquement. Charlotte, je vous l'ai dit, Chicago, Miami. Il y a juste Montréal qui a ce truc un peu incongru à voir avec Portland, qui est dans l'Ouest, et Columbus, dont on vient de parler. Donc, 42, tu fais les séries. 41 aussi mettait sa fesse. Donc, une victoire contre Portland en ce moment. Dépend de qui gagne, mais oui, 42, 43 points. Hein, parce que Charlotte peut avoir un maximum de 45. Miami, je pense que c'est à peu près la même chose. Miami, c'est 42 points le maximum. Ils vont 42 points le maximum. Mais encore faut-il qu'ils gagnent leurs 3 matchs. Miami, c'est... Même si on ne se dit pas parce qu'ils vont jouer Miami, fait qu'ils enlèvent des points à Miami. Ben, ils vont s'enlever des points, là, en voulant dire que les 2 équipes qui ont des matchs en main vont finir par s'enlever 2 points ou 3 points. Parce que le max de points, c'est Chicago 46, Charlotte 45, Montréal et New York 44. Là, on peut anticiper que Charlotte ne va pas gagner ces 2 matchs. Je ne sais pas, contre Miami, puis à Chicago, vas-tu gagner contre Chicago? Chicago bat Charlotte, puis Montréal gagne Portland, c'est fait. Je pense. Ouais, là, Charlotte a eu un gros vote de confiance contre Toronto, je peux vous dire ça. Ils ont eu l'air de... c'est les Red Bulls maintenant qui peuvent s'essayer contre Toronto. Les Red Bulls ont battu Cincinnati, donc ils ont un gage de confiance aussi élevé. Ils ont Nashville, par contre, en finissant. Est-ce que Losada est en danger? Parce que Wanyama... Là, Pat Bernier a eu des flashbacks aussi. Sa blonde aurait dit que c'est pas top, qu'il y a des mensonges. Bon, je pense que lui, c'est moins pire que le mien. Donc, mais c'est quand même dans la même lignée. Là, ouais. Non, mais t'es une légende jusqu'au bout des doigts. Jusqu'au bout des partenaires. En danger, Losada? Je pense pas qu'à court terme, parce que si on regarde justement les dernières années du CF Montréal et l'investissement aussi à l'année prochaine, je pense pas que nécessairement un nouvel entraîneur avec un autre salaire d'entraîneur soit dans les plans du CF Montréal pour l'année prochaine. Je pense qu'il va être plus patient, mais je pense que ça sonne le glas de quelques personnalités dans le vestiaire du CF Montréal. Justement, il y a l'air d'avoir quelques relations qui sont difficiles à passer à autrui. Oui, assurément, ça. Mais t'es mon raisonnable. De toute cette gang-là, Vincent, t'es mon plus raisonnable. Je pense qu'il est en danger. Oui, parce qu'en même temps, moi, depuis le début de l'année, je dis, cette année, on ne peut pas nécessairement l'évaluer, Losada. Puis ce qui arrive, il succède. Puis on va attendre à l'an prochain quand il y aura franchement son équipe. Mais en même temps... Non, mais c'est ça. Mais il est là le problème. C'est vraiment le problème. C'est que je suis d'accord avec toi sur là-dessus, à la base, puis il n'a pas le meilleur effectif, puis en plus, ça a évolué en plein cœur de l'année. Le projet était peut-être pas si clair que ça lorsqu'il l'a repris, parce qu'on était, comme je le disais, plus dans une reconstruction que dans une continuité ou une transition finalement. Et il a plein de facteurs atténuants. La réalité, c'est que je pense que tu as quand même des signaux importants d'alerte qui se sont déclenchés dans les derniers temps. Le message de Piet veut pas, c'est une grosse lumière rouge. Le fait que tu aies ce signal-là qui ressort du vestiaire, qui remettent en cause quelque part. Là, je sais que c'était la préparation d'un seul match, mais c'était pas que la préparation d'un seul match. Quand on dit, on sait pas quand on presse, où on presse, comment on doit jouer, les patterns et si. À ce stade de la saison, alors que tu construis un projet, moi, ça m'inquiète. Deuxièmement, puis là, je me mets à la place d'Olivier Renard. L'entraîneur, il est aussi là pour valoriser l'effectif et les acquisitions du directeur sportif. Il y a quelques acquisitions majeures de l'année, Duke, Campbell. C'est peut-être ça son plus grand crime. On n'est pas là-dedans. Là. Alors, il y en a d'autres. Parce que Losada, il peut très bien dire, OK, mais moi, Sirois, Saliba, Chouanière, qui connaît sa meilleure année, Vilsain, j'ai donné du temps à des jeunes, je valorise l'académie. Il n'a pas que des torts. Au contraire, il a des gros points positifs. Mais il a aussi des négatifs. Je trouve qu'il y a quelques signaux qui sont alarmants et qui doivent au moins nécessiter le fait qu'on se pose la question en fin d'année, parce que oui, personne n'a envie de remettre un entraîneur dehors, surtout pas du côté du CF Montréal. Je pense que personne n'a envie de revivre ça, mais si c'est la décision qui s'impose, il faudra le faire. Alors, je serais très intrigué de voir je ne le saurais pas, personne ne le saura, mais je serais vraiment curieux d'être une petite souris puis de savoir exactement qu'est-ce qui se dit actuellement dans les bureaux. Pat, veux-tu sur Losada ou sur Houston? C'est parce que moi, je crois, comme vous autres, les dernières semaines, ça a fait des cloches ont commencé à sonner. Parce que peut-être qu'il y a des trucs, on s'est dit, ouais, OK, c'est parce qu'on perd, ça va pas se pire. Puis là, tout d'un coup, tu as ton capitaine qui dit quelque chose, même si c'est pas un match.
Puis le directeur sportif dit dans une entrevue, ben c'est bien, il a secoué les choses, secoué beaucoup de monde, pas juste son groupe, pas juste les joueurs, mais le coach. Et là, ça fait que, on doit regarder un peu précisément qu'est-ce qui se passe là vraiment, parce que on avait peut-être des échos, mais on s'était dit, bon, c'est les défaites. Et là, on a vraiment un recul qu'on dit, ouais, il faut peut-être faire un peu plus de micro-management présentement de ce qui se passe dans le groupe. Et ça commence à mettre des choses sur le côté de l'Osada. Parce que comme Vincent l'a dit, sur la saison, tu peux dire, wow, regarde le début de saison. Ouais, c'était la transition Nancy à l'Osada. Beaucoup de blessés. Il le dit souvent. Ouais, début de la saison, ça a pris du temps. Les vétérans ont pris du temps à s'ajuster. Ils se sont ajustés. Mais là, tu arrives en fin de saison, puis tu as un peu les mêmes esquisses qu'au départ de la saison. Fait que là, tu dois quand même dire, ben, l'entraîneur a son mot ben, du moins, on doit regarder sur lui à ce moment-là. Là, pas assez, je pense, pour qu'on dise, on change d'entraîneur. Parce qu'on peut quand même dire, est-ce qu'on lui a apporté des joueurs qui fit à son style? Lui, il a hérité d'une autre équipe, des joueurs qui sont arrivés, qu'il était déjà signé, même que ce n'est pas lui qui a dit, hey, j'aimerais savoir ce type de joueur-là. À part pour même des joueurs, je t'interromps, on a même des joueurs dans le recrutement. Bryce Duke, à ce que je comprends, où il pensait avant qu'il arrive. Oui, mais c'est ça. Puis, oublie pas, on a dit Duke, on le regardait pendant qu'on était avec Wilfried. Donc, clairement, dans l'ossature de comment Wilfried jouait, ou du moins l'équipe de 2022. Et là, ben, tu es en train de te dire, OK, lui, il aime ce type de joueur-là. Il fait confiance à Nathan Saliba au milieu de terrain. C'est peut-être des joueurs un peu plus agressifs, ou du moins dans son style vertical. Donc là, est-ce qu'il va avoir des joueurs pour sa philosophie pour l'année prochaine? Et l'année prochaine, là, si tu n'as pas le même départ de saison, ça sera une autre conversation que peut-être cette année, on n'avait pas parce qu'on s'est dit que c'était un nouvel entraîneur. Mais que l'année prochaine, là, tu peux peut-être dire, si tu n'as pas le même début, je dirais. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une gradation dans vous trois aussi, en quelque sorte, mais on se rejoint sur plusieurs points. OK. Aujourd'hui, ça a été annoncé. Choinière et Piet vont en sélection nationale. On va affronter le Japon. Kev, tu aurais vu d'autres? En fait, commençons par Choinière, tiens, amplement mérité. Oui, amplement mérité. Et je pense que si c'est pour créer des liens directement aussi avec Mauro Biello, avec une certaine partie de la sélection nationale qui n'est pas nécessairement appelée souvent. Je pense qu'on va voir ça durant les prochains mois. Biello établir des ponts avec différents joueurs pour justement avoir plusieurs ressources. On ne sait jamais lorsque les vraies vedettes d'Europe seront disponibles pour certaines fenêtres ou non, la Ligue des Nations et tout. L'équipe a besoin de joueurs, tout dépendant des blessures aussi. Choinière, une récompense pour sa bonne saison avec le CF Montréal, un premier regard avec l'équipe nationale. Et souvent, l'équipe nationale canadienne était une équipe fermée lorsque tu n'étais pas venu dans le pipeline, lorsque tu n'étais pas directement dans l'équipe école du Canada avec les U17 et tout. Tu n'avais pas nécessairement les appels faciles. Et je pense que c'est une des raisons pour que Waterman n'est pas appelé cette fois-ci, mais dans le passé, Waterman était un des ceux rares qui avait déjà été appelé auparavant. C'était pas le cas pour Choinière. Et pour Piet, c'est une continuité aussi, je pense, comme étant un des vétérans maintenant de cette équipe-là lorsque le nouveau Atiba Hutchinson, je pourrais dire un peu. C'est intéressant. On va peut-être prendre ça pour vendre le podcast. Choinière, juste le temps de dire aussi, c'est une équipe pactée aussi. Hot take. Je pense que Biello joue sa candidature parce que le Japon a passé à travers deux équipes, notamment l'Allemagne. Si le Canada fait bien, non, c'est une belle carte de visite. Ben, moi, je regarde pas ça comme résultat. Qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, je pense juste c'est est-ce qu'ils vont être performants sous Biello. Ça va être sa carte de visite pour lui de dire I can be the guy. Je peux être ce gars pour le futur parce qu'ils ont 2 matchs en Nations League qui comptent pour aller à la Coupe América au mois de novembre. Donc, mais là, voilà. Puis en même temps, je n'ai pas vu la liste. Je ne sais pas si elle est officielle, là, parce que je ne l'ai pas vraiment vue moi-même. Mais en même temps, ça tombe dans une mauvaise période pour quelqu'un qui est un joueur MLS. Parce que tu en vas jouer au Japon, puis tu es en dernier match décisif de la saison pour des gars comme Kamal Miller, Sam Adekugbe, ou Richie Laryea qui sont à Vancouver. C'est un long voyage. Est-ce que tu dis « Sorry, coach, je pense que je vais passer mon tour cette fois-ci parce que on est dans là, je veux dire, Vancouver se sont qualifiés, fait qu'il faut quand même lui donner, mais je veux dire, c'est quelque chose qui rentre dans l'équation pour Mauro Biello. Est-ce qu'il peut avoir le meilleur effectif possible pour affronter une équipe du Japon? Wow! Ils sont costauds, là, le Japon. Tu as vu certainement. Mais c'est ça, ils ont défoncé l'Allemagne, entre autres. Là. C'est à cause d'eux un peu qui ont changé de sélectionneur. J'exagère à peine, mais ça a été le point de bascule.
Oui, mais regarde, en Premier League, à Brighton, qui est un des meilleurs joueurs, c'est un joueur japonais. Va à AS Monaco, un des meilleurs joueurs présentement, joueur japonais. Les joueurs japonais, présentement, sont vraiment en montée en puissance au niveau de qualité de joueurs. Puis l'équipe nationale, elle a vraiment une forte puissance d'attaque. Donc, bon test pour Mauro Biello. Mais moi, personnellement, je dirais que ce n'est pas le résultat qui va compter. C'est comment l'équipe va bien réagir et jouer. Et est-ce qu'il est capable justement d'aller chercher les Davies et David puis tactiquement apporter quelque chose de nouveau. Moi, je pense, et ce sera mon opinion, là, le Canada a besoin de continuité. Parce que tu peux aller retourner tous les coachs qui ont été nommés avant, ils n'ont aucun lien. Ils n'ont pas de lien, les coachs. Il n'y a pas de suivi. L'Allemagne, c'était Klinsmann ou Joachim Löw. En Espagne, regarde, c'est le coach de l'équipe de la Fédération associative qui est devenu le coach de l'équipe senior. La France, souvent, c'était dans la FFF. C'était le coach qui venait. Le Canada, c'est pas le seul, mais je veux dire, c'est un pays qui n'avait jamais de suivi. Le coach d'avant, on recommence à zéro avec l'autre. Là, est-ce qu'on peut dire Herdman parti, mais c'est une continuité. On va dire pour les joueurs, c'est quelqu'un qui ont des affinités puis qui va apporter quelque chose de plus. Ça, c'est ce que je le souhaite parce que ça n'a jamais été fait dans le passé. Et là, ils ont l'opportunité de voir une transition, mais qui est continuelle jusqu'à 2026. Vincent, sur la sélection, peut-être juste avant, Waterman, moi, je suis un des premiers qui vantait sa candidature, mais je ne vois pas pour qui nécessairement. En fait, la place à qui il aurait pu prendre. Il y a peut-être Derek Cornelius, mais Cornelius est premier avec Malmö en championnat suédois, plus jeune. Il y a le gars de Fulham que je connais pas, un jeune de 18 ans. De Fulham. Ouais, mais il est plus latéral, lui, mais juste le fait qu'on aille chercher un Luc de Fougerolles qui a 17 ans, je pense, ça montre qu'on est encore un peu aussi dans les expérimentations. Fait que moi, je vais plus orienter vers Sirois. Là, je sais qu'avec le retour de Crépeau, on revient vers un trio relativement naturel avec Boyan, puis Crépeau et Dan Sinclair. Mais il n'aura pas bénéficié finalement du temps de blessure de Crépeau pour avoir une revue d'effectifs très large au niveau des gardiens et voir comment il s'intègre dans cette sélection, ce qu'il vaut là-bas. Je trouve ça dommage. Pour Waterman, tu vois qu'il y a de la concurrence en sélection. Là, il est dans un bon moment. Moi, je trouve que Waterman, par exemple, a joué un fort match contre Houston. Je trouve ça très intéressant aussi qu'il finisse le match avec le brassard de capitaine. Quand Samuel Piette aussi est sorti, Chouanière était sur le terrain, mais c'est Waterman qui a récupéré le brassard cette fois-ci. Très intéressant. Bref, c'est un jeune vétéran, mais qui a déjà vécu beaucoup de choses avec le CF Montréal, qui était à la Coupe du Monde. Il n'est pas dans une continuité avec l'équipe nationale, mais pourtant, je pense qu'il le mériterait, mais bon, c'est la concurrence. Oui, à voir. C'est vrai. En même temps, c'était qui le gars d'Angleterre? Je ne me rappelle plus de son nom. De la réserve, Ben, bref, il y a un gardien de but de la réserve d'Angleterre qui était là. Tom, quelque chose. Hein. Tom McGill? Tom McGill, je pense. Il avait emmené, on est des spécialistes. Il avait emmené cet été. Non, mais il y a eu une revue d'effectifs. Moi, ce que j'allais dire, c'est que lui, on l'a vu, on ne le voit pas beaucoup en réserve. Sirois, il est un peu, pour du moins Biello notamment, il est un peu plus dans sa face. Il y a ça aussi. Puis il y a des gardiens qui ont été bloqués longtemps dans plusieurs autres sélections par les titulaires. Mais, je veux dire, troisième gardien, c'est un rôle spécifique en sélection. C'est pas vrai que toutes les sélections prennent les 3 meilleurs gardiens. Le troisième, il sait qu'il va pas jouer en général. Il y a une histoire de dynamique avec les gardiens, de peut-être vision vers l'avenir, de logique de vestiaire. Fait que, bref, là, tu as pris probablement tes 3 meilleurs gardiens, certes, mais je sais pas. Je suis honnêtement pas sûr que ce soit franchement la meilleure solution. Puis je pense qu'en tout cas, que ce soit dans cette sélection ou dans la dernière année écoulée, dans la saison écoulée, Sirois aurait été là. C'est bien, Milan Boyan avait quitté la sélection à la Gold Cup. Puis là, on a dit blessé, mais c'est quitté. Et tu peux facilement dire, hey, je ne vais pas te sélectionner là pour ce match, parce que c'est un match, même pas 2. C'est un long voyage. Moi, j'aimerais savoir le Joe Sirois. Après ça, est-ce qu'ils ont une conversation avec le CF Montréal là-dedans pour ne pas amener Joe Sirois dans mais ça, c'est une autre chose. Mais tu aurais pu dire, hey Milan, je sais qu'est-ce que tu vaux, mais j'aimerais savoir ce jeune-là dans le groupe. Comme ils ont fait avant la Coupe du Monde. Ils ont amené des gars juste pour voir qu'est-ce qu'ils avaient de l'air dans le groupe, sachant qu'ils n'allaient pas aller à la Coupe du Monde. Broguillard, Waterman, Chouanière. En même temps, si Biello a l'impression qu'il joue son poste aussi, non? Moi, si je suis Biello, je veux gagner, non? Tu peux en enlever un. S'il décide que Milan va jouer ou Max va jouer, ben, tu peux enlever un des deux autres. Tu leur dis, hey les gars, ça n'a rien à voir, vous allez être sélectionnés en novembre, mais je veux voir ce jeune-là sous notre tutelle, puis avoir un œil sur lui de comment il se comporte dans le groupe.
Il y a un truc de dynamique de groupe qu'on connaît moins ou qu'on est moins en mesure d'apprécier, mais on l'entend bien. OK. En finissant, parce que je regardais l'ensemble du classement, il faudrait peut-être tourner un œil vers la MLS. Kevin, je pense que nos bulletins de vote sont assez réglés aussi. Joueur par excellence, c'est normal? Moi, j'irais. Ouais. Ouais, c'est normal. Je pense qu'Acosta, c'est fait pour moi, pour avoir le joueur par excellence. Aussi avec Cincinnati. les résultats d'équipe, exactement. Cincinnati, le Supporter Shield. Et aussi, si on regarde non seulement ses contributions offensives en marquant les buts, avec les passes aussi, les passes clés, il est dans les top 10 de presque toutes les statistiques avancées. Donc, ouais, Acosta, ça haut la main selon moi. Berkey, le gardien, aussi. Entraîneur, Noonan? Pat Noonan de Cincinnati? Bah oui. Parce que Saint-Louis. Il faut. Coach de Saint-Louis. Carnell, Bradley Carnell de Saint-Louis, non? Oui, moi, je le mets avant Cincinnati. Ah, ben ouais, devant pour l'équipe Cincinnati? d'expansion. Ah, Ouais. ouais, j'avoue que c'est une bonne idée. Ouais. C'est, Ah ouais? La conversation, faut que tu elle est là, récompenses. hein. Vous pouvez les entendre. Les gars ne sont pas tous convaincus que ça va être Noonan. Là. Donc, moi, c'est Saint-Louis. On ne s'entendait à rien d'eux autres, puis ils sont premiers dans l'Ouest. Et la manière que le monde vote aussi, c'est qu'il faut que Saint-Louis soit récompensé d'une manière pour leur saison qu'ils ont eue. Je pense pas qu'ils vont nécessairement avoir un parcours long durant les séries. Je pense que l'entraîneur de l'année, ça peut être une façon de reconnaître leur très bonne Sérieux. première saison à MLS. Je veux bien, là. Je veux bien. Mais si Carnell, il l'a, je suis désolé, mais Wilfried Nancy, il s'est vraiment fait voler l'an dernier. Je dis ça comme, ça comme ça. Oui, C'est mais sûr. moi, je vous dis, la C'est un bon conversation, parallèle. la Il conversation, s'est fait voler l'année dernière. Pat Noonan a gagné. Sa saison est extraordinaire. Mais ils vont dire, ouais, mais ils ont quand même investi dans l'équipe, si on va dire, dans les 2 dernières années pour qu'ils soient là. Parce qu'ils ont été mis à être premiers. Hein. N'oubliez pas, les experts ont dit que Cincinnati allait finir premier. Donc, à la fin, c'était donné qu'ils allaient être dans le top. Ou du moins, juste derrière PFP. Puis moi, Saint-Louis, moi, c'est mon choix. Moi, j'y vais avec le gars on ne s'attendait à rien et qui a poussé ce groupe-là à être le premier dans l'association de l'Ouest. Note à moi-même. On sait tous l'année passée que Wilfried Nancy gagne, mais le facteur que les coachs, ils sont aux États-Unis, là, c'est 2 coachs américains, du moins dans une équipe américaine. Note à moi-même définir le terme expert. Vraiment, Wilfried Nancy va rentrer dans la conversation, finir 3e, parce que Columbus, c'est comme l'équipe de la cendrée, l'équipe Chouchou. de la Ligue. Il faut entendre Taylor Twellman capoter, suinter sur le club de Columbus. Hey, on a fait N'oubliez la pas, première n'oubliez pas. podcast avec Wilfried Nancy et Columbus. N'oubliez pas quand N'oubliez même pas dans qu'il y a justement un l'équation. podcast disponible les jeudis sur Apple Podcast. Vincent. Là, Vas-y. je ne sais pas où est-ce qu'ils vont terminer, mais n'oubliez pas Pareja dans l'histoire quand même. Parce que là, ils sont 2e dans l'Est. Tout à fait. Il est pas loin non plus, je pense. Orlando Ouais. a connu toute une série. Ouais, assurément pour. MVP, Pareja. vous ne donnez pas un petit vote à Denis Bouanga, là? Parce que comment il finit la saison, là? Au début de la saison, c'était lui, le MVP par excellence. C'est clair. Mais un soulier d'or en ce moment. J'aime bien comment tu penses, Pat. Toi, t'es le gars qui s'habitue, OK, toute l'année, on dit que ça va être lui. Toi, t'es là, ah, je suis tanné, moi, je veux quelqu'un d'autre. J'aime ça. Non, mais oublions pas, au début, les 7 premiers matchs, connu un il était énorme au-dessus de trou, tout le monde, Bouanga. Denis Bouanga. Il marquait C'est ça, il y a un trou. Il vient juste de dire qu'il a marqué comme 30 buts, toutes compétitions confondues. Il D'accord. rentre dans la conversation. Il est dans mais non, mais c'est pas parce que, tu sais, c'est pareil pour l'entraîneur. C'est pas parce que c'est Noonan ou Acosta que ça enlève quelque chose aux autres. Mais je pense que Acosta, avec les buts, tu sais, en plus, il est soulier d'or, mais les buts, les passes, le Il est titre, messiesque. les succès collectifs. Il est messiesque, lui. Bouanga qui a d'ailleurs 3 buts qui mène pour le soulier d'or présentement 17, 16 Acosta, Giacomakis et Mokhtar en 15. Mais en aussi. Je voulais finir là-dessus. Sur quoi je voulais finir aussi déjà? Ouais, Moi, j'ai une question, Fred. Oui. Défenseur de l'année, c'est qui pour toi, pour vous, en fait? Parce que ça, je la trouve pas vraiment évidente, celle-là. Et c'est un fait. J'essaie de voir qui s'est démarqué, là. Parce que, honnêtement, je vais vous dire, je vais lancer la conversation. Je me suis posé la question et j'étais là, il n'y a pas un nom qui me vient naturellement. Je me demande, d'une, s'ils peuvent pas le donner, mais c'est le trophée de la pitié un peu à Kai Wagner, mais un an après. Ou sinon, par défaut, parce que Nashville est encore la meilleure défense cette année, alors qu'il a joué à peine la moitié des matchs, là, Walker Zimmerman, genre le choix par défaut. Ah, tu l'as déjà eu 2 fois, on est habitué, prends-le. Ouais, je sais pas. Ils vont le donner à Barreal, man. Come on, les gars. On parlait de le premier défenseur. Je ne sais même pas s'il est noté comme défenseur. Parce que le premier défenseur qui a jamais défendu, qui reçoit le trophée de défenseur de l'année. Lennon qui est défenseur en fantasy, mais qui joue à l'attaque. Ouais. Mais non, je dis de même, Barreal, mais ça va être un défenseur, plus défenseur central qui risque de le gagner. Il n'y a pas Gomez à Seattle qui joue bien aussi?
C'est vrai que... Yama, Non. ouais. L'ensemble de la Ouais. structure est bonne, là, aussi. Ouais. Ouais. Alors, ben tiens, on va peut-être ça sera... on peut relancer à ceux qui nous écoutent Ouais, aussi. c'est Je une bonne sais qu'il y en a question, ça. plusieurs... Quel défenseur Ouais. de- Il y en a plusieurs qui écoutent pas mal de MLS aussi. Moi aussi, il Ouais. faudrait que je fasse... C'est vrai qu'il y a personne qui saute à l'esprit. C'est fou, Puis, hein? tu as raison que Zimmerman, je sais pas certain que Zimmerman, Mais les meilleures au défenses, nombre de matchs joués... c'est même pas les meilleures équipes. Donc, quand tu penses à Nashville, Non. Red Bulls, les équipes qui prennent moins de buts, là, puis que tu te dis, ben, il y a quelque part un défenseur ou un gardien de but qui est bon dans ces équipes-là. On met ça de côté pour le... Meilleure défense, mais septième. Hein. Meilleure défense, mais septième dans l'Est, Nashville. Ah, tu vois où Non, est mais le c'est ça que je problème. veux dire, c'est les meilleures défenses ne sont pas dans les premiers du championnat cette saison. Avant, Nashville, ils étaient dans le top 3, top 4. Là, ils sont above average. À voir, à voir. Kamal Miller, peut-être, on pourrait lui donner aussi. Ça te fait en plus, Ouais, de mais là, récompenser avec un contrat, pourquoi pas. on OK! récompense, là, donnons à tout le monde à Miami, là. Ouais, c'est ça. Allez, tout le monde est meilleur défenseur. Tout le monde, tout rapide, tout rapide. Ça revient, ça boucle la boucle. C'est Oprah Winfrey dans cette fin de. C'est moi. Oprah Winfrey. En dessous de votre siège, vous avez l'attribution joueur de l'année. Bon pour la Portland, on va finir là-dessus, tiens. Portland samedi, c'est excitant parce que, premièrement, d'ailleurs, il annonce de la pluie, hein, ce qui paraît, Vincent, la météo sera très mauvaise, à l'opposé de ce qu'on a eu mercredi. Gagne ou perd, parce que on est dans une certaine mesure chanceux, du moins c'est excitant, c'est une finale. Montréal gagne, moi j'ai l'impression qu'ils sont en série. Montréal perd, c'est presque fini aussi. Gagne ou perd? Allez, gagne. Moi, je pense en tout cas la pluie, même si c'est pas un cadeau pour les fans, je pense que c'est peut-être pas une mauvaise chose parce que ça nivelle un peu les conditions. Quand les conditions sont mauvaises, ça nivelle un peu les choses. Portland, c'est l'une des équipes de là qui perd pas, qui marque beaucoup de buts depuis la fin du mois d'août, début septembre. Donc plutôt une bonne nouvelle pour Montréal dans les circonstances. C'est à domicile. Allez, let's go, victoire. Daddy Love, t'es bon dans les paris? Portland est une équipe qui voyage très mal cette saison. 2 victoires, 7 défaites, 7 matchs nuls sur les terrains adverses. Je pense que la tendance continue. Montréal, cette fois, un petit peu moins dramatique, mais peut-être un petit peu plus, un petit peu mieux pour la pression cardiaque. Donc, une victoire avec le premier but pour Montréal. Parce qu'autant que Montréal est 0-17-1 lorsqu'ils accordent le premier but, Montréal est toujours invaincu lorsqu'il marque le premier but cette saison. Je pense que 0-16-2. Attends, je corrige, là. Ça a enregistré une défaite hier. 0-16-2, là. Shit, t'es négatif, man. T'as même pas pris le match nul victorieux comme une victoire. Kevin, il se dépêchait. Je pense qu'il voulait rentrer chez eux aussi. Il se dépêchait il a fermé son ordi avant la fin du match aussi. Dormais-tu, Kevin? Dormais-tu à la fin de la rencontre? Non, pas tout. OK, bon, on se voit samedi en espérant que ce soit ultimement un bon match et que ça finisse la saison, là, du moins sur un pied positif, à Montréal particulièrement. Merci, Patrice Bernier, Vincent Détouche, Kevin Laramie. Merci beaucoup à vous trois. Je m'appelle Frédéric Lard. On salue Félix-Antoine et William là, qui vont nous rejoindre sur la galerie de presse ce samedi. On se donne rendez-vous de l'autre côté. Il va y avoir la pause internationale et on pourra faire les comptes à savoir est-ce que Montréal est toujours en vie ou Montréal peut penser à la saison 2024 déjà. Voilà, merci d'avoir été là. Portez-vous bien.